Alors bonjour à tous. Alors le sujet de notre débat, c'est des auteurs politiques, des politiques qui écrivent. Alors en l'occurrence, il n'y a que des auteurs, il n'y a pas de politique, donc on va vraiment pouvoir se lâcher sur les politiques et dire tout ce qu'on pense. Alors, les intervenants sont donc Mazarine Pinjot, autrice et professeure, Arnaud Bertina, auteur, et puis Mathieu Niango, qui a travaillé des années dans les cabinets ministériels, donc c'est notre politique en fait, et qui est également, auteur. Alors, je dois quand même vous signaler une anomalie. C'est qu'en fait, à l'exception de Mazarine, nous sommes 3 auteurs à sortir en septembre. Ah ben, 4 auteurs, non mais c'est incroyable, jamais on a rassemblé 4 auteurs de la rentrée. En fait, c'est une pré-rentrée de septembre. Voilà, donc on sera tous là. Alors, justement, ils nous diront si leur roman, essai, c'est un essai pour toi ? Oui, non, c'est un livre de philo. D'accord. Sur la politique ? Entre autres. Ah bah voilà. Alors nous y sommes. Alors en fait sur cette question de notamment de la littérature et de la politique, je me souviens que Gaëtan Gors, qui a été à l'origine de ce festival, député, sénateur, donc c'est notre politique, me disait que il n'y avait jamais eu de bons romans politiques, de vrais grands romans politiques. C'est-à-dire que sur la vie politique. Alors après, on peut se demander si tout roman n'est pas politique, si en tout cas dans la plupart des grands romans, il n'y a pas une fonction politique majeure. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de grands romans politiques au sens d'une vie politique qui serait montrée avec des acteurs véritablement convaincants de la vie politique. Par ignorance, peut-être, de la part de nous, auteurs, ou peut-être pour des raisons plus nécessaires, plus essentielles à la différence entre littérature et politique. Alors, on va essayer de se prononcer sur ces questions. Je vais demander l'avis de mes camarades. Et d'abord, on va parler justement de ces politiques qui écrivent, parce qu'il y en a beaucoup et ça a sans doute une fonction et qui est probablement liée à l'histoire de notre pays et au lien qu'il y a eu entre la politique et la littérature, voilà, ne serait-ce que parce que il y a nos grands auteurs, les Lumières d'abord, en fait les fondateurs de la République, hein, qui nous ont tant marqués, et je pense que voilà, chaque politique s'abreuve aux sources de cette origine à la fois historique et politique. Alors, sur les politiques qui écrivent, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Est-ce que vous avez été convaincu, marqué par ces politiques qui écrivent ? Qui ose prendre la parole ? Alors, Mathieu ? Bonjour à toutes et à tous. Sur les politiques qui écrivent, je trouve toujours très intéressant de lire un livre de politique, parce que ça nous permet de voir quelle est la pensée profonde. Alors, il faut que le politique se soit impliqué dans l'écriture. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai écrit d'ailleurs un livre pour gagner un peu ma vie pour un politique, je ne dirais pas lequel, mais qui ne s'est pas du tout impliqué dans l'écriture du livre. Donc ça, c'est pas significatif. Vous aurez accès un peu à ma pensée à moi, mais bon, c'est pas vraiment... Mais quand vraiment la personne s'implique. C'est intéressant parce que sans y penser, sans faire attention, la personne nous livre quelque chose de sa manière de voir le monde. Il y a un exemple que je veux citer, c'est celui d'Emmanuel Macron dans son livre Révolution. Alors c'est un essai, c'est pas un roman, donc peut-être je vais être un peu décevant, mais je peux avancer là-dessus. Ouais, j'ai un livre de Bruno Le Maire sur mon bureau, j'ai pas encore ouvert, mais bon, le livre Révolution d'Emmanuel Macron, moi, m'a vraiment fasciné, m'a beaucoup intéressé sur sa manière de penser et d'aborder le monde. Et je voudrais vraiment en donner deux éléments. Le premier élément, c'est que
il ne s'intéresse dans ce livre qu'à l'élite. Mais vraiment, littéralement. Tous les passages, quand il fait la description de sa biographie, tout le début, c'est une autobiographie, qui je suis, ça commence comme ça. Et puis après, c'est qu'est-ce que la France pour moi. C'est ça, en gros, les deux parties. Je n'ai pas rouvert en revenant, je ne sais pas pourquoi j'ai un souvenir aussi frais, c'est même un peu inquiétant, mais voilà, c'est instruit comme ça. Et au début, il fait sa biographie, son autobiographie, et tout de suite, c'est limite quand il parle de lui petit, c'est l'instituteur ou l'institutrice. Après, il grandit, c'est voilà, vous voyez, c'est toujours les gens les plus importants des endroits par lesquels il passe. Il passe par, il est banquier, c'est le patron de la banque Rothschild qui le fascine à chaque fois. Et je me dis, c'est quand même frappant que lui-même ou les gens qui l'ont relu n'aient pas été frappés par ça. Et puis à un moment, il dit, je passe par l'ambassade du Nigeria. Je dis, ah chouette. Alors là, il va nous raconter des choses sur le pays. Moi, j'ai passé un peu de temps au Nigeria. C'est un pays complètement fascinant. Il y passe 3 mois. Il est stagiaire, énarque, donc 3 mois. Et il dit, l'ambassadeur était quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment dingue. Donc ça montre vraiment une manière de percevoir les choses qui est très intéressante. Et le deuxième élément, et ça concerne directement notre sujet, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, manifestement, qui a beaucoup lu, et qui voit le monde à travers les livres. À plein d'aspects, c'est comme ça. Alors je vous en donne une illustration, ça vous dit aussi où je me situe par rapport à l'effet de la littérature sur la politique. Je trouve ça catastrophique, c'est ça la position que je vais avancer, mais il arrive à Paris, et il dit « Je connaissais Paris avant de m'y rendre, parce que lui, il a grandi dans le Nord, hein, et parce que j'avais lu Balzac, et il se promène et il dit ça, c'est l'endroit où se trouvait. Et il voit pas les gens qui sont là. C'est-à-dire qu'il voit Paris à travers les lunettes de quelqu'un qui l'a décrit, d'un génie, qui l'a décrit magnifiquement. Donc même son rapport au monde est un rapport élitiste. En tout cas, j'ai lu vraiment ce texte avec vraiment une fascination. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire, c'est que lire les textes de politique, moi j'invite à le faire parce que ça nous donne accès à des psychés. On a parlé tout à l'heure de la folie possible. Et là, j'ai trouvé ces deux traits très marquants en lisant ce texte. Alors, sur juste une anecdote, puisqu'on a vérifié tout à l'heure avec Arnaud et Mazarine, sur la photo officielle d'Emmanuel Macron, il y a des livres de la Pléiade, et c'est les mémoires de guerre de Gaulle, c'est le rouge et noir, donc ce qui correspond tout à fait à ce que tu viens de dire, et puis c'est les nourritures terrestres de l'île. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que dit Mathieu. D'abord, je pense qu'il faut s'entendre sur les définitions, puisque lorsqu'on parle de politique et de livre, ça peut prendre un certain nombre d'acceptions. Et en l'occurrence, un livre, ça peut être un livre de littérature, ça peut être un essai, ça peut être un livre de réflexion, et ça peut être aussi des mémoires, comme souvent le font les politiques, surtout lorsqu'ils ont déjà exercé un mandat, et qu'ils font un livre bilan, auquel cas ils ne prétendent pas nécessairement à un effet littéraire. Alors, toi, là, tu as parlé à la fois des deux, puisque Révolution, alors je ne l'ai pas lu, mais c'est plutôt un essai. Mais en même temps, tu as aussi parlé de grande littérature, à savoir la littérature du 19e, qui quand même contredit un petit peu ce que Gaëtan affirme, à savoir qu'il n'y a pas de livre politique, parce que je ne vois pas ce que c'est que d'autres que des livres politiques que les grands romans du 19e siècle. Balzac, Zola, ce sont des livres spécifiquement politiques. Enfin, on ne peut pas faire plus politique que cette littérature-là. Alors, le fait qu'il ne s'abreuve qu'à la littérature du 19e peut être effectivement un problème, mais ça, c'est encore autre chose, parce qu'en effet, le monde a un petit peu évolué, mais c'est vrai qu'il y a des grandes figures politiques qui restent comme ça, peut-être des passages obligés pour penser le politique, à travers notamment, je sais pas, toute la littérature balzacienne. Je peux comprendre qu'on s'abreuve à cette littérature-là et qu'on rêve de politique en passant par cette médiation. Mais alors, il y aurait beaucoup de choses à dire en fonction justement des catégories. Est-ce que des hommes politiques savent écrire de la littérature ou pas ? Moi, j'avoue que je suis pas une grande férue. Enfin, je n'ai pas assez de curiosité sans doute pour aller vérifier. Mais peut-être que certains lecteurs ou lectrices ici pourraient confirmer qu'il y a des grandes plumes. Peut-être l'un d'entre vous, mais je n'ai pas l'impression que... alors, je ne sais pas si parmi ces auteurs, il y a une prétention à être également des écrivains, mais je pense que c'est quand même compliqué d'être à la fois écrivain et homme politique, parce que ça convoque des qualités, je dirais, assez différentes.
Il y a un rapport au réel, un rapport à la fiction et un rapport à la vérité qui sont différents. Il peut y avoir un mentir vrai dans la fiction, comme on le sait, comme il peut d'ailleurs y avoir un mentir vrai dans la politique. Ça, pour le coup, c'est tout à fait compatible. Mais il y a quand même un rapport au réel qui, il me semble-t-il, n'est pas le même. En littérature, je ne vois pas comment on peut tricher, comment on peut ne pas aller dans une forme de transgression nécessaire, alors qu'en politique, il y a quand même un rapport à la séduction qui n'est pas exactement le même, je dirais. Bon, on pourra élaborer là-dessus, mais en tout cas, je trouve que c'est déjà deux champs tout à fait différents. En revanche, et je terminerai pour te laisser la parole, je ne vais pas la monopoliser, je ne suis pas d'accord avec toi, Mathieu, pour dire qu'il ne faut pas que les hommes politiques lisent. Au contraire, que certains soient aveuglés par une certaine forme de littérature qui les empêche d'accéder au réel, c'est une chose. Mais moi, il me semble, à l'inverse, que la littérature pourrait nourrir la réflexion politique, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la littérature ouvre des mondes, ouvre une forme de curiosité, ouvre à une forme de réflexion, et notamment une réflexion sensible. Je pense que c'est très important que la pensée politique s'alimente à cette forme de sensibilité. Ensuite, parce que c'est aussi un rapport à la langue. Peut-être qu'on en parlera également, mais il me semble que le rapport à la langue du politique est de plus en plus défaillant, et ça, moi, je le regrette. Alors, ça peut paraître élitiste, justement, mais je pense qu'au contraire, il faut avoir un respect des autres et bien parler, et que maîtriser le langage, c'est au contraire une manière de respecter son interlocuteur, et je pense que s'abaisser à un langage soit totalement technocratique, soit extrêmement affadi, c'est une manière d'injurier à la fois la langue française et à la fois les personnes à qui on s'adresse. Donc ça, c'est une chose. Et donc le rapport à la littérature permet éventuellement d'irriguer un certain rapport à la langue. Et puis la dernière chose que je voulais dire, je ne m'en souviens plus, mais c'était que les gens ne lisent plus et que les hommes politiques ne s'intéressent plus à la littérature. Et donc c'est dangereux de dire, surtout, il ne faut pas qu'ils lisent. Au contraire, moi j'aimerais bien, au contraire, qu'ils se remettent à lire. Je pense que c'est... Voilà, je reviens à ce que je voulais dire. Je pense que c'est une médiation nécessaire, justement. C'est justement en termes de médiation que la littérature est nécessaire. D'abord, ne serait-ce que parce qu'elle impose une forme de temporalité qui est totalement anachronique pour les hommes politiques qui sont contraints de réagir à l'urgence, à l'actualité, et que la littérature offre ce détour, à la fois spatial, symboliquement, et temporel, parce qu'à un moment donné, on est obligé de faire ce pas de côté lorsqu'on est lecteur. Et moi, il me semble qu'au contraire, ça ferait un bien fou aux politiques de se mettre ou de se remettre à lire. Juste avant qu'Arnaud intervienne, j'ai l'impression que le seul politique, en tout cas de premier plan, qui veuille, je ne sais pas s'il le fait, c'est pas un jugement, mais qui veuille aussi être un écrivain authentique, c'est Bruno Le Maire. Mais je crois que c'est vrai. Alors, bon, il a un sens de la langue. Après, je me prononcerai pas, mais voilà, chez Gallimard, comme je te le disais, il est vraiment apprécié. Voilà. Mais je crois que c'est le seul à avoir un écrivain après une ambition d'écrivain, réalisée ou non. Et après, les autres, oui, je pense qu'effectivement, ils utilisent l'écrit, disons, au sens large, pour eux-mêmes, pour se vendre ou pour présenter des idées. Mais vraiment, l'ancienne, je dirais, tradition du politique qui aspire également à être écrivain, j'ai l'impression qu'il n'y a que Bruno Le Maire, parce qu'effectivement, les profils ont tellement changé dans la vie politique. Je sais, voilà, même pas les grands lecteurs, je sais pas, je connais pas assez bien le milieu politique, mais je sais même pas s'il y a encore des grands lecteurs chez les politiques. Arnaud ? Bonjour. Il me semble que même quand un homme politique se lance dans un essai, dans un livre-programme, dans des mémoires, il y a toujours à l'horizon aussi la forme du discours, c'est-à-dire d'agir sur le réel, que le discours il est quelque chose de performatif, et que de nommer certaines choses, par exemple de nommer la paix comme on l'entendait tout à l'heure dans les discours, ça accélère le processus de paix, que ça l'ancre dans les têtes, etc. Donc il y a vraiment l'idée dans le discours, dans tout ce qui est autour de la sphère politique, que la parole, dire les choses, va permettre de transformer le monde. Mais la littérature,
est absolument pas à cet endroit-là, en fait. Absolument pas. Même quand on peut déplorer quelque chose, même quand avec un roman on essaye d'approcher des formes de détresse colossale, de douleur, c'est pas ça qu'on essaye de faire. En fait, on essaye justement au contraire de faire entendre une épaisseur de vécu, par exemple, il y a cette phrase de Faulkner alors qu'elle est souvent citée, mais je continue de la trouver fascinante, même à chaque fois que je la vois repasser sur les réseaux sociaux notamment. Faulkner dit la littérature, c'est s'enfoncer dans la forêt la nuit, craquer une allumette. Et quand vous craquez une allumette, évidemment, ça dissipe pas du tout l'ombre. Au contraire, ça produit même l'effet inverse, c'est-à-dire que comme on est un petit peu aveuglé par l'allumette, eh ben, l'ombre semble encore plus noire, encore plus dense. Et il dit, voilà, c'est ça la littérature, c'est permettre de mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et là encore, si je reviens à la politique, ben, jamais un homme politique n'assumera un tel projet, en aucune façon, parce qu'il sait très bien que c'est pas ça qu'on attend de lui, quoi. Ce qu'on attend de lui, c'est au contraire, c'est des directions, c'est un souffle, c'est une ambition, etc. Mais pas de permettre de mieux mesurer l'ombre qui nous entoure, quoi. Donc je crois que quelle que soit la grande langue que certains d'entre eux peuvent mobiliser pour écrire leurs livres et qui fait que des journalistes du Figaro trouvent ça très littéraire, ça ne sera jamais de la littérature. Ça n'ambitionne pas du tout de se situer au même endroit. Et je fais une petite parenthèse. Je crois que s'il y a deux grands livres, enfin j'en ai deux là en tête, mais il y en a sans doute plus, qui montrent la vie politique, c'est-à-dire pas qui fondent la politique, oui, mais qui montrent la vie politique, c'est Lucien Leven et La Chartreuse de Parme de Stendhal. La passion de Stendhal, c'est que sur ça, quoi. C'est que sur montrer les rouages du pouvoir, montrer comment un cardinal tente de prendre le pouvoir sur un ministre, montrer comment un ministre tente de prendre le pouvoir sur le prince électeur, etc. etc. Et je peux raconter une minuscule anecdote. Ma fille sait que c'est un auteur qui compte énormément pour moi, et dans les livres qu'on lit ensemble à haute voix le soir, un jour, elle dit on n'a qu'à commencer avec Le Rouge et le Noir. Et donc j'étais trop heureux de pouvoir passer mon enthousiasme. Mais au bout de 30 pages, on a été obligé d'arrêter parce qu'il fallait que elle avait 13 ou 14 ans, il fallait que j'explique chaque phrase. Et pas au sens de la syntaxe et du sens de la phrase, mais au sens du contexte politique auquel renvoyait Stendhal. Et pourtant, Le Rouge et le Noir est le moins sur la vie politique de ces trois grands livres. Parce que tous les courants, le moindre courant, la moindre chapelle politique du 19e, c'est une passion pour Stendhal. Vraiment, il rentre. Alors, dans l'orléanisme, il y a tel courant, tel courant, tel courant. Dans le légitimisme, il y a tel autre, tel autre, tel autre. Enfin, donc, au contraire, c'est des grands livres sur la vie politique et qui utilisent des figures du pouvoir pour créer une intrigue romanesque, pas pour tenir un discours politique. Roger Martin Dugard. Je sais pas si c'était lui récemment. Il y a un contexte politique hyper important et je pense qu'effectivement aujourd'hui pour des très jeunes générations, mais même pour nous, il y a certaines choses qui nous échappent un petit peu. Oui. Aujourd'hui, je dirais, si on réfléchit à des auteurs qui s'intéressent... Alors, moi, je pense que la littérature est toujours politique de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, mais là, c'était vraiment l'idée de la vie politique. Exactement. En fait. Mais une littérature qui s'intéresse peut-être un petit peu à la vie politique. Il y a eu quelques ouvrages qui sont sortis récemment. Moi, j'ai pas lu sur le PS là, qui a dégommé. Comment il s'appelle, je sais plus. Bon, bref. Ah oui. C'est très intéressante comme information. Ouais, Aurélien Bélanger, voilà. Ah oui, mais sinon, il y a aussi Cabane, ce genre de choses. Il y a quand même chez certains auteurs une ambition de Les Ingénieurs du Chaos. Oui, mais Ingénieurs du Chaos, c'est pas un roman là. On est dans le. Oui, il y a de l'ambition de l'essai. Mais oui, bon. Alors pour contrer Gaëtan, j'avais dit La Fête au Bouc de Vargas Llosa, qui pour le coup est vraiment un grand roman politique. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses quand même dans la vie politique qui, au fond, sont difficiles pour la littérature. Alors, en fait, Mazarin était déjà revenu sur plusieurs points, mais si on prend cet axe, véritablement, qu'est-ce qui fait que, malgré tout, ce soit en général si peu réussi? Alors, je ne vais pas le citer, mais je pense à un roman que j'ai lu, effectivement, récent, qui était totalement centré sur la vie politique, et que j'ai trouvé vraiment, pour le coup, raté.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses essentielles qui empêchent au fond de parler véritablement bien de la vie politique en littérature ? Oui, il y a des choses qui empêchent, ou en tout cas qui sont un espèce de miroir aux alouettes. C'est-à-dire, en fait, dès qu'on s'approche de ce sujet-là, on va être tenté de donner des idées, de donner son avis, en fait, sur alors qu'en fait, encore une fois, c'est pas ça que le roman doit chercher. C'est pas, je vais prendre un exemple personnel. Je suis en train de terminer un très court roman de 120 pages autour de Sophie Binet. C'est dans le cadre d'un projet avec des amis, on est 10 à écrire sur un moment de la vie politique. Et moi, le but du jeu dans le livre, ça aurait été catastrophique de dire tiens, je vais redire la pensée de Sophie Binet. Ou ça aurait été tout aussi catastrophique de dire je vais mettre en scène ce que je pense de Sophie Binet. Il va lui arriver des aventures qui vont la ridiculiser, etc. Non, ça peut pas être ça. Par contre, arriver à en faire un vrai personnage de littérature, eh ben, ça va être de la montrer, par exemple, empêchée par, je vais le dire concrètement pour pas être abstrait, la CGT c'est un très vieux syndicat qui a une longue histoire, qui a une structure très très lourde, et moi ce que je montre comme personnage, c'est je la montre arrivant à la tête de ça, et pleine d'allant, pleine d'intelligence, etc., et avec une très grande, avec la vivacité qu'on lui connaît. Et elle va s'embourber dans ce truc-là, et elle va finir par prendre conscience que, en fait, il y a quelque chose d'anthropique dans ces vieilles associations, dans ces vieux syndicats ou ces vieux partis, qui fait que de toute façon, les forces d'inertie sont 100 fois plus fortes. Et donc, le personnage qui ressemble à Sophie Binet finit par faire le choix de la clandestinité. Bon. Oui, je finis sur Ulrike Meinhof, donc oui. Non, mais en fait, mes résultats, j'ai vraiment le sentiment, après raté ou réussi, c'est une autre affaire, mais j'ai le sentiment d'avoir réussi à le prendre par le bon bout, c'est-à-dire à en faire un personnage de roman. Et en même temps, ça dit peut-être quelque chose aussi de la vie politique, mais d'abord, mon souci, c'était de la rendre crédible comme personnage romanesque, c'est-à-dire aux prises avec des forces qui peuvent devenir absolument hypnotisantes et dont elle essaye de se défaire, et elle n'y arrive pas vraiment, etc., dans le livre. Et pour ça, j'ai pas cherché à la rencontrer. J'ai pas besoin de la rencontrer. En fait, je me fiche de savoir ce qu'elle pensera du livre. Ça m'amuserait qu'elle le trouve pertinent, mais je m'en fiche, en fait. Il y a une grande difficulté quand même. Alors déjà, le plus grand ennemi de la littérature, c'est la communication. C'est son antithèse, quoi. Donc il faut arriver à briser la carapace de la communication si on veut vraiment rentrer dans quelque chose qui devient intéressant. Mais ensuite, on a du mal aussi en France, peut-être que c'est français, avec le réel présent. Enfin, les États-Unis, ils ont une grande habitude de faire ça à peine. Il y a un président qui a un film dessus. Enfin, Hollywood s'empare immédiatement de son histoire contemporaine. Et c'est sans doute un rapport aussi à l'histoire et au contemporain. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le contemporain devient tout de suite histoire parce que l'histoire est trop courte pour ne pas ériger l'actualité en quelque chose de déjà historique. On a beaucoup plus de mal avec ça en France, il me semble. Et donc c'est vrai que très rapidement, si on prenait des personnages réels, c'est très vite ridicule, quoi. Comment ne pas aller au-delà de ce qui est écrit pour voir directement dans l'actualité qui est sans doute beaucoup plus riche et amusante que le texte en écrivain. Donc c'est extrêmement compliqué ce rapport au réel. C'est-à-dire que le réel est quand même... empêche... soit empêche l'imaginaire, et auquel cas c'est un peu dommage pour un livre de fiction, soit, y compris le lecteur, il y a une forme... il y a une prise en otage comme ça de l'imaginaire par le réel qui est normal. Donc c'est très difficile d'aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'on pourrait écrire des livres politiques, mais peut-être en les décalant un petit peu dans le temps, on a oublié. C'est cette négociation entre le réel et l'imaginaire, mais c'est ce que tu disais en réalité, est complexe. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un angle mort quand on parle de littérature et politique. C'est que là, on est en train de dire, au fond, la littérature politique, c'est la littérature qui parle de politique et qui parle du monde politique. Mais tu as commencé par dire ça, en disant que tout acte d'écriture était un acte politique. Je suis absolument d'accord là-dessus. En un sens, il me semble, qui est très précis, c'est de quoi on parle, à qui on donne la parole, qui est au centre de ce dont on parle.
Et c'est d'autant plus essentiel aujourd'hui qu'on est dans une espèce de guerre de l'attention, en fait. On le voit bien sur les réseaux sociaux, aux journaux télévisés, de qui on parle. Et c'est pas simplement qu'est-ce qu'on va dire dessus. Et là, il y a un texte qui est, je crois, vraiment magnifique, décisif, auquel je vous renvoie, qui est de Annie Ernaux. Alors, j'ai pensé à Annie Ernaux parce que tout à l'heure, tu disais qu'avec ta fille, vous lisiez Lucien Lewen. Alors, moi, avec mon fils qui a 3 ans, on lit chaque soir, Camille, donc ma compagne, lui lisait Les Jours de Annie Ernaux, qui est un livre absolument incroyable, une espèce de biographie, mais par les grands événements qui nous ont tous qui ont traversé la génération de Annie Ernaux. C'est les années, pardon. C'est un des plus beaux textes que j'ai découvert par cette lecture aussi, que je faisais avec eux. Et puis Georges s'endormait à chaque fois, qui est un texte magnifique. Et cette même Annie Ernaux, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais l'acte politique, c'est de faire le choix de parler des petites gens, en l'espèce, de parler des femmes, de parler des minorités. C'est ça l'acte politique. Moi, c'est vrai que parfois, chez les auteurs, je suis assez frappé du fait que même quand c'est pour les critiquer, on parle de la haute bourgeoisie, on parle de... Et c'est 80% de la production littéraire traite de sujets. C'est pas la faute des auteurs qui parlent de leur famille, il se trouve qu'ils sont issus de ces milieux. Mais en tant que tel, c'est un acte politique que de saturer un espace d'un type de gens, y compris pour en dire du mal. Donc c'est ça. Je trouve que cette phrase de Ernaux, dès que vous commencez à écrire, même si c'est pour parler d'autre chose que de politique, d'une histoire d'amour, vous êtes en train de faire de la politique parce que vous accordez de l'attention à cette partie de la population. Alors quand même, les années à 3 ans, la formation politique commence tôt chez Liango. En général, c'est plutôt Choupi, mais bon... Voilà. En fait, Annie Ernaux, quand elle écrit ça, avec la force qu'on lui connaît, elle redit un truc qui est déjà dans Qu'est-ce que les littératures de Sartre, qui date de 1947, et où Sartre, il a une formule très provocante, mais très parlante. Il dit que le moindre geste en littérature, la moindre décision en littérature est politique, et il dit par exemple, un romancier qui décide de faire 200 pages sur un pot de fleurs, alors qu'il y a la Commune de Paris en bas de chez lui, il fait un geste politique, c'est-à-dire il décide que la plus grande urgence, c'est de parler de ce pot de fleurs et non pas de la révolte qui met Paris à feu et à sang. Donc voilà, clairement, il y a une option. Et donc oui, c'est ça que moi je trouve fascinant dans la création artistique, c'est que chaque décision qu'on va prendre, elle dit quelque chose de notre regard et donc de notre rapport au monde, et donc elle dit quelque chose de politique. Ouais. Ça c'est sûr. Mais, en fait, oui. Pardon, et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est très vrai la description que tu as faite d'une littérature française qui a du mal à avoir les mains sales, c'est-à-dire effectivement à se confronter à des sujets qui ne seraient pas d'emblée un peu littéraires, ou à des figures qui ne seraient pas un peu d'emblée littéraires. Par exemple, il y a ce tropisme chez les écrivains français de toujours préserver ou gagner une dimension universelle. Donc effectivement, on va pas dire Georges Pompidou, on va l'appeler Emmanuel Lascar, et comme ça, on aura l'impression que ça peut devenir un personnage de roman. Alors qu'en fait, le vrai défi, ce serait justement d'arriver à faire de Georges Pompidou un personnage de roman. C'est-à-dire de partir de ce truc très très prosaïque, très concret, et de réussir à l'élever jusqu'à la dimension de l'intensité que promet la littérature, quoi. Par exemple, on dit toujours à quelqu'un qui justement ferait ce geste trop prosaïque, on va lui dire oui, mais quand même la Divine Comédie de Dante. Bah oui, mais la Divine Comédie de Dante, il nomme tous les ennemis des Guelfes et des Gibelins, il les envoie se faire frire en enfer, etc. Il y a leur nom, et il y a les raisons pour lesquelles ils sont en enfer, etc. Donc c'est en fait ce texte qui est considéré comme un des sommets de la littérature, c'est aussi justement un texte qui s'est confronté au prosaïque le plus radical. Alors, effectivement, que toute littérature soit politique, je pense qu'on va continuer, mais j'aimerais bien savoir ce que vous dites de votre propre travail. Donc on a dit voilà, des auteurs politiques. Est-ce que vous vous considérez comme des auteurs politiques, donc non pas des écrivains de la vie politique, ça c'est sûr, mais effectivement, quelle est la dimension politique de votre travail ? Alors, bonne question. Je pense que vous aurez plus de choses à dire que moi, mais juste pour revenir sur un peu le malentendu, mais qui structure justement peut-être nos réponses entre politique et politique. Est-ce que la littérature est politique ou est-ce qu'elle traite de politique ?
Je pense que l'un des grands problèmes d'aujourd'hui, c'est de tout réduire au message. C'est de tout réduire au contenu et le fait que structurellement, l'univers médiatique est réduit lui-même au contenu du livre, parce que la promotion s'organise de telle sorte qu'on invite quelqu'un qui va nous parler de quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre livre, et alors c'est qui le héros, et comment, etc. La question de la langue est minorée, mais alors sinon totalement exclue. Donc en réalité, on parle assez peu de littérature, et c'est la raison pour laquelle c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est politique dans un livre. Est-ce que c'est ce dont on parle? Bon, là, on a clairement vu que pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui fait qu'un livre est politique. C'est pas son thème, ou c'est pas son contenu. En revanche, et c'est là où se pose vraiment la question, qu'est-ce que voudrait dire qu'un livre est politique? Alors, il y a sans doute plusieurs niveaux d'acception du terme politique. Est-ce que parler de la société telle qu'elle va, c'est politique? Oui, sans doute. Dès lors qu'on écrit un roman, comme tu le disais, on parle de choses très concrètes. Il y a des musiques qui passent, il y a des hits qui marchent, il y a des livres qui se vendent à telle époque plutôt qu'à telle autre, il y a des événements politiques en fond, il y a des guerres au loin. Donc, de toute façon, dès lors qu'on écrit, le réel, il est là dans le moindre de ses détails. Sinon, on fait quelque chose, non pas d'universel, mais d'abstrait, ce qui est l'antithèse de l'universel. Et donc, nécessairement, lorsqu'on écrit un roman, il est traversé, en tout cas, par son époque. La question qui se pose, et puisque tu citais Sartre, c'est, si on va un petit peu plus loin dans la définition, c'est est-ce qu'un roman politique est un roman engagé? Voilà, c'est encore une autre question. Et là, sans doute, c'est encore un autre débat qui est très intéressant. Ce qui est très c'est la question suivante. Ouais, donc, mais ça fait partie de ça. Enfin, pour moi, ça fait partie de la réponse pour revenir à ce que j'écris. Aujourd'hui, il y a une grande confusion entre la littérature politique et la littérature engagée. Pour moi, on est nécessairement engagé parce qu'on écrit d'un point de vue. Enfin, donc ce point de vue, il n'est pas neutre. Mais néanmoins, lorsqu'on écrit, on doit laisser une chance à l'imaginaire. Et si on décide à la place des lecteurs, comme à la place de nos personnages, ce qu'ils doivent penser, et que ce qu'ils doivent penser, c'est quand même quelque chose de moralement tout à fait vertueux, il y a un problème littéraire derrière. Donc laissons l'imaginaire faire son œuvre, et pour que l'imaginaire fasse son œuvre, il faut savoir épouser la complexité des choses. Et donc, il peut y avoir une forme d'engagement, mais il ne faut pas qu'il soit trop évident. En tout cas, il ne faut pas qu'il prenne le dessus sur la littérature. Et ça, encore une fois, c'est toute la dialectique extrêmement difficile à mener dans une fiction, puisqu'on parle de fiction, entre dire quelque chose quand même du monde, sans de manière volontaire et autoritaire en tant qu'auteur, décider de la façon dont le lecteur doit comprendre ce livre. Voilà, c'est une négociation subtile, mais c'est ça qui est intéressant. Et donc, moi, je dirais d'une certaine manière que tous mes romans sont évidemment traversés par la question du politique. Donc oui, nécessairement. Il n'y a pas de manière d'y échapper. Et heureusement, c'est ça qui fait la matière même d'un livre. Voilà. Mais à condition que ça ne soit pas totalement manichéen, ni que ce soit un pamphlet. On peut écrire par ailleurs des pamphlets. C'est encore un autre genre littéraire qui est d'ailleurs très, très jouissif. Mais il ne faut pas confondre un pamphlet et un roman. Moi, j'aimerais quand même, je ne sais pas si tu as prévu de le faire, mais comme je suis quelqu'un de très inquiet et très impatient, je veux quand même qu'on se place du point de vue de la politique et non pas seulement de la question de la littérature. Parce que moi, je maintiens, parce que tu m'as attaqué tout à l'heure avec une grande virulence sur le fait qu'il fallait que les politiques lisent. Mais j'en suis pas si sûr que ça, en fait. Je suis désolé, j'en suis pas en tant que politique. Peut-être en tant que personne, individu... On est dans la maison de quelqu'un qui est un immense écrivain, mais je trouve à titre personnel que ses plus beaux textes, c'est pas les textes politiques, c'est ses lettres, c'est les lettres personnelles, les éléments personnels. Bon, donc en tant qu'individu, très bien, on peut lire tout ce qu'on veut. Mais en tant que politique, il y a un texte qui est extraordinaire, c'est La République de Platon. Bon.
La République de Platon, philosophe antique, bon, et dans ce texte-là, il construit une utopie, c'est aussi un grand texte littéraire, mais bon, c'est un texte philosophique, mais il y a du récit, ça ressemble un petit peu d'ailleurs à la Divine Comédie, il y a des personnages, il y a plein de choses qui se passent. Et Platon dit qu'il faut expulser les poètes de la cité parfaite, parce que c'est ça qui dessine. Alors il le dit, parfois les philosophes disent, ça arrive qu'ils disent n'importe quoi, mais sauf qu'en fait il le dit à 2 reprises. Livre 3, livre 10. Et comme s'il est taquin parfois, Platon, il dit bon, faut pas expulser tous les poètes. Donc je vais vous faire la liste des poètes qu'il faut expulser. Donc il dit les poètes épiques et tragiques, donc Homère, ça va pas du tout, Homère, hein, parce qu'il se moque des dieux. Bon, les poètes mimétiques, c'est ceux qui imitent le réel. Donc ce serait Arnaud irait dehors, hein, directement. Bon, d'accord. Et puis il dit les poètes qui excitent les passions, donc qui font un peu des choses qui nous touchent. Bon là, donc voilà, Mazarine, au revoir, c'est fini, c'est terminé. Donc en fait il cite tous les poètes. Il dit on va pas tous les expulser, mais en fait si, quand même tout le monde. Bon, mais c'est quand même extraordinaire, c'est que cette immense pensée là dit ça. Mais je me disais mais pourquoi il va dire ça? Mais il le dit pour la raison que j'ai indiquée, c'est que en fait le texte littéraire pour certains, enfin pour les politiques en tout cas quand ils s'en emparent, je vais donner une illustration de ça tout de suite, mais ils pensent avoir compris quelque chose. Je vais donner 2 illustrations de ça et après je me tais, mais il y en a 2. La première, c'est une émission littéraire, qui est très bien par ailleurs, et où quelqu'un rapportait un échange entre Elie Wiesel, donc un auteur israélien qui a fait un texte magnifique qui s'appelle La Nuit sur sa déportation, qui est un des meilleurs, enfin de mes romans préférés du reste, et Toni Morrison, qui se trouve avoir écrit aussi un autre roman magnifique qui s'appelle Beloved, sur l'esclavage, une histoire de fantôme. C'est une femme qui est hantée par le fantôme de sa fille qu'elle a tuée parce que c'était une esclave fugitive, puis au moment d'être reprise, elle la tue. Donc c'est une histoire vraiment absolument magnifique. Et les deux discutent. Et Elie Wiesel dit à Toni Morrison, mais j'ai mieux compris la condition noire, j'ai eu l'impression de comprendre la condition noire en vous lisant. Et Toni Morrison répond, et moi j'ai été juive en lisant votre texte. Mais je trouve ça catastrophique, en fait. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas en lisant un texte qu'on comprend la condition de quelqu'un. Alors, si on est des individus, c'est pas grave. Mais mon autre exemple, c'est celui d'Emmanuel Macron. Toujours, désolé, hein, il se trouve qu'il est président. Emmanuel Macron, dans un discours qui m'a sidéré, au moment de défendre la réforme des retraites, il fait ce discours, tout le monde était très en colère, et puis il dit « Je n'oublie pas les gens qui souffrent et leurs enfants après eux ». Ah tiens, leurs enfants après eux. On est en 2019. L'année d'avant, le prix Goncourt, c'était Nicolas Mathieu qui avait fait ce texte qui est magnifique. Leurs enfants après eux, sur des jeunes qui vieillissent, mais dans l'Est de la France, désindustrialisés, etc. Bon, alors les journalistes ont été aussi frappés par ça. Il y a eu des reportages. Et Emmanuel Macron disait, mais c'est un roman extraordinaire, qu'il l'avait offert à Noël à ses conseillers pour qu'ils comprennent ce qui se passe en France. Il l'a dit. Il y a un de ses ministres qui avait dit, c'est le roman macroniste par excellence. Donc Nicolas Mathieu a dit, mais c'est n'importe quoi. Bon. Je disais, mais en fait, pour comprendre la France de l'Est, ils n'ont qu'à y aller. Ils n'ont qu'à passer 3 semaines. Ils font au moins du porte-à-porte où ils s'impliquent. Ils font comme fait Arnaud. Bon, et puis là, ils comprendront. Ils commenceront peut-être à comprendre quelque chose. Je maintiens. Là-dessus, je trouve que Platon est, je le dis aussi un peu d'outrance pour un peu créer le débat. C'est plus rigolo. Mais quand même, il y a un vrai danger, en fait, de croire que par la littérature, on peut comprendre des réalités. On peut aller les voir, ces réalités, et après on peut peut-être affiner sa sensibilité ou être mobilisé sur des choses sur lesquelles on croit déjà, mais ça ne peut pas être la médiation première. Je maintiens que c'est dangereux, ça va plus loin que ça. Très rapidement, parce que là on a un débat. Non mais après tu pourras synthétiser, faire la synthèse comme on fait au Parti Socialiste. Ah non, je ne veux pas être dans le rôle du bah oui, en tant que Sophie Ligny. D'abord, c'est pas parce que quelqu'un ne sait pas lire qu'il faut généraliser la chose. Premier problème de logique, mon cher Mathieu. Évidemment, l'expérience littéraire ne se substitue pas à l'expérience
d'une rencontre réelle, mais néanmoins, c'est quand même une première ouverture. C'est quand même mieux de lire et d'accéder à la réalité de l'autre, surtout dans un monde aussi fragmenté, aussi polarisé, avec des bulles algorithmiques qui font que de toute façon, on n'a plus accès même à la sensibilité de l'autre, à son histoire. La littérature recrée ce commun-là, parce que la littérature, en tout cas, elle est ouverte à la possibilité du commun. Et sans commun, je ne sais pas comment on peut faire de politique. Donc déjà, c'est une première chose. Et alors, je suis tout à fait d'accord sur l'usage que tu dénonces et qu'en fait un président. Mais cet usage ne doit pas être la norme. Donc ça, c'est une première chose. Et juste, je rappelle incidemment que Platon, effectivement, a chassé les poètes de la cité, mais Platon était vraiment, par excellence, un non-démocrate. Et ceci va avec cela. Waouh, la classe, c'est plus un débat, c'est une disputation. Ouais, c'est bon. Vas-y, Arnaud. Bon, finalement, cela dit, vous êtes de grands pudiques et de grands timides, puisque finalement, pour parler de vous-même, j'ai pas grand-chose. Je vous rappelle que ma question, c'était en quoi est-ce que votre travail est politique. Encore la rentrée littéraire. Ouais. Alors, je vais prendre un autre exemple. Non, pour revenir à la question un petit peu et sur ce qu'il peut y avoir de politique, c'est d'abord, encore une fois, c'est de la création artistique, donc c'est une affaire de forme. C'est pas une affaire de contenu et de discours, parce que ça renvoie à d'autres disciplines. Si on est dans la peinture ou si on est dans le cinéma, le clip ou la littérature, c'est une affaire de forme. C'est-à-dire on hérite de formes qui existent ou qui sont en circulation pendant qu'on travaille, et soit on décide de les réutiliser sans les interroger, soit on décide de les déplacer, de les emmener encore un peu ailleurs, de perturber un peu la façon d'écrire un roman, de perturber la façon d'écrire un récit, etc. Parce qu'on a le sentiment qu'il faut adapter nos outils au monde dans lequel on est, quoi. Que les outils qui marchaient pour Balzac, ils ne marchent plus aujourd'hui, et qu'il faut nécessairement que dans l'écriture, ça continue de bouger, quoi, que ce ne soit pas des formes mortes pour regarder le monde. Et donc, je pense que si on doit aller chercher de la politique dans les livres de littérature, c'est d'abord sur qu'est-ce qu'on fait des formes dont on hérite, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de la langue française? Comment est-ce qu'on la métisse? Est-ce qu'on l'hybride? Ou est-ce qu'on travaille uniquement avec le Robert? Enfin, des choses comme ça, quoi. Est-ce qu'on est un peu fasciné par tous les faits de langue? Ou est-ce qu'on est fasciné que par la langue parlée au Quai Conti sous la coupole de l'Académie française? Voilà, des trucs comme ça. Encore une fois, tout est possible, mais tout est politique aussi, quoi. C'est-à-dire essayer de faire sonner le français d'une manière un peu surprenante, comme le fait par exemple tout le chant poétique normalement, et que le chant romanesque fait beaucoup moins. Le chant romanesque a une espèce de lourdeur qui fait que trop souvent la question de la forme est moins réinterrogée que dans le chant poétique. Mais par exemple, pour donner un exemple de ça, Mazarine, quand tu fais le roman Sauterre, qui est un roman sur l'assomption d'une parole, quoi, d'un personnage féminin qui va enfin réussir à parler et à se libérer par la parole. Intituler le livre Sauterre, c'est jouer avec des tas d'ambiguïtés, c'est jouer avec une espèce d'épaisseur, parce que en fait, le titre, d'une certaine manière, rend presque le processus de libération qu'on va trouver ensuite dans le roman, le rend presque incertain, parce qu'on a l'impression que Sauterre, ça reste un ordre peut-être. Il faut Sauterre, il faut continuer de Sauterre. Donc mais voilà où elle est, la littérature. Elle est justement dans ce réseau d'ambiguïté qu'on va essayer de créer à l'intérieur du texte, dans ce réseau de complexité où rien n'est caricatural, rien n'est résumable, où au contraire, voilà, il y a des mots d'ordre qui continuent de surnager alors qu'il y a des personnages qui essayent de se libérer. Donc c'est au lieu de faire un discours transparent de communicant, comme tu disais tout à l'heure, et ben non, au contraire, ça va être justement de jouer avec toutes les ambiguïtés qui sont possibles dans la langue. Et c'est à ce moment-là seulement, je trouve que ça devient quelque chose de politique. Il est trop fort. Non seulement il ne parle pas de lui, mais il parle des autres. C'est ce que j'allais dire. J'ai des invités qui sont parfaits. Ils nous créent des débats, ils sont d'une délicatesse infinie, ils parlent des autres. Mon Dieu, je n'ai plus rien à faire d'ailleurs. Et quand même, je voudrais revenir sur cette question de l'engagement, hein, parce que Mazarine, durant notre discussion préparatoire, l'intense travail que nous avons réalisé pour préparer ce débat, elle me disait que ses élèves à Sciences Po voulaient absolument de la littérature engagée. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage de ça
Et est-ce qu'on pourrait parler effectivement de cette littérature d'engagement ou de position d'auteur? Parce que par exemple, tu parlais de Nicolas Mathieu. Alors il y a bien sûr une littérature, mais en plus chez lui, il y a une intense activité de réseaux sociaux pour affirmer ses opinions. Alors qu'est-ce que vous me faites de tout ça, mes brillants débatteurs? Alors d'abord, Mazarine, rappelle-nous quand même la situation de tes élèves. En effet, c'est mes étudiants, mais d'autres aussi, hein, parce que je suis intervenue au-delà de mes propres classes. Donc c'est un constat, mais qui est sans doute biaisé, parce que peut-être que je ne sais pas jusqu'à quel point on peut l'étendre, mais c'est vrai que j'ai remarqué que la relation des étudiants aujourd'hui à l'art en général et à la littérature en particulier est très... alors déjà, ils lisent pas beaucoup, mais bon, toi tu me disais que tu avais une expérience inverse, parce que tu t'as déplacé... Sur l'engagement, mais sur la littérature, j'ai exactement les mêmes. Voilà. En classe prépa, c'est... en fait, la littérature, comme l'art, peut-être moins la musique, c'est le seul art qui échappe à ça, mais parce que justement, ils consomment beaucoup plus de musique que de livres, devait être ancillaire, devait être au service du politique. Donc au service de l'écologie, au service du féminisme, au service de très nobles buts, hein, par ailleurs. C'est pas ça qu'il s'agit de remettre en question. Et j'ai été sidérée de voir à quel point ça ne devait être qu'un médium au profit d'autre chose. Et c'est sûr que... alors, bon, c'est pas du tout ma position et que j'essaye de batailler avec eux pour leur dire, ben voilà, je pense que si la littérature se met au service d'eux, elle perd son âme, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important, c'est certainement pas la littérature, c'est d'autres urgences, quoi. Ce que je peux entendre, hein, bien sûr. Mais donc, l'art est là pour servir. Bon. Mais peut-être c'est là où il faut être un peu dur. C'est refuser d'accéder à cette demande-là, quoi. Il y a cette phrase, je crois que c'est de Blanchot, la réponse est le malheur de la question. Et en fait, il y a une demande de clarification du réel ou de clarification de tout pour accéder à des espèces de phrases ou pensées slogans. Et il faut dire que la littérature, elle se refuse, mais violemment, à être à cet endroit-là, quoi, à cet endroit de la réponse qui va simplifier les choses. C'est ça la littérature engagée. Oui. Sur l'engagement, alors, donc c'est ça. Bon, alors, moi, je peux livrer des expériences que je peux avoir sur le livre qui sort là au mois d'août, mais il a été déjà donné en lecture par les services de presse, etc. J'ai déjà des retours, et des retours qui me surprennent beaucoup. Alors, c'est une histoire personnelle, familiale, c'est une enquête sur... Le poids du passé de la famille de ma mère, qui est née dans un contexte de nazisme, une histoire en un sens très européenne aussi. Hein, c'est bon. Et plein de gens, la plupart des gens qui l'ont déjà lu, hein, donc des journalistes, des influenceurs, influenceuses, tout ça, m'écrivent. Là, j'ai encore eu tout à l'heure un long mail d'une jeune fille qui est métisse et qui me dit « mais c'est vraiment un livre sur le métissage, vous avez mis des mots sur ce que j'éprouve, ce que je ressens ». Alors j'ai dit bon bah merci, mais c'était pas tout à fait ce que je voulais central dans mon texte. Il y a une autre personne qui a dit mais c'est vraiment un beau pied de nez à la question de l'identité. Pour vous la faire courte, ma mère est née dans un Lebensborn, donc c'était des pouponnières créées par les nazis. Donc effectivement, j'ai pas trop le type arien, ça je l'entends. Elle s'est mariée avec un Ivoirien et tout le monde disait mais c'est un beau pied de nez à la question de l'identité dont on nous rabat les oreilles. C'est vraiment un texte vraiment qui est contre ça, très actuel. Et pareil, je disais merci, mais c'était pas du tout au départ mon intention. Alors, et pareil sur le sujet, parce que je parle de ma mère, mais je parle aussi de sa mère à elle, qui était donc une femme, une Hongroise émigrée en Belgique, qui a eu 20 ans, qui a eu le malheur d'avoir 20 ans en 39-45 et qui a fait des choix qui étaient ceux qu'elle a fait, de se raccrocher avec sa sœur aussi au bras de SS. Donc bon, vous voyez, c'était... Mais c'est des filles qui sont vraiment fracassées, quoi, qui sont très pauvres, qui sont apatrides, qui sont... Et là, c'est pareil. Il y a une syndicaliste qui veut faire un texte, enfin une critique dessus, et qui m'a écrit, c'était il y a 2 jours, en me disant mais c'est un livre sur les femmes pendant la guerre, quoi.
Et bah pareil, j'ai dit merci. Je dis, ça m'a beaucoup touché. Elle disait vraiment... et aussi sur l'expérience, que je parle de ça aussi à d'autres moments, mais de la maternité. Qu'est-ce que c'est que la maternité? Là, j'étais un petit peu gêné, parce que pour le coup, la paternité, je veux bien, mais la maternité. Donc ce que je veux dire par là, c'est pas faire l'éloge de mon texte. La rentrée littéraire n'a pas commencé encore, mais c'est que dans un texte... Moi, j'y suis allé avec toute l'émotion dont je suis capable. J'ai passé 3 ans à temps plein. C'était très difficile, parfois, l'écriture. Et puis, en fait, j'ai l'impression, et j'en suis vraiment très, très heureux, c'est qu'il y a plein de gens qui voient des choses différentes et qui ont une dimension politique. Alors, je voudrais quand même vous en citer une qui me fait infiniment plaisir. Je fais un petit saut en avant. Alors, là, cette fois-ci, c'est une pièce de théâtre, parce que j'avais écrit aussi une pièce de théâtre sur ce sujet-là. Et il y a un sénateur qui est venu voir la pièce. Et ça l'a complètement bouleversé. Et quand il a su que le livre sortait, j'ai été contacté par son cabinet, etc. Ils veulent faire une proposition de loi pour reconnaître les enfants des Lebensborn comme des victimes de guerre. Donc c'est incroyable. Hein. Bon, alors j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Je peux le dire parce que la loi a déjà été déposée, elle va être discutée. Ils m'ont demandé enfin, ils m'ont demandé de l'aide déjà pour sa rédaction. Et puis pour la suite, mais c'était fou. En fait, quand j'ai appris ça, je l'ai dit à ma mère, vous pouvez imaginer ce que ça peut produire. Mais ce n'était pas du tout l'effet, évidemment, que je recherchais en écrivant. Donc c'est un petit peu, juste pour terminer là-dessus, il y a un concept en philosophie, c'est Jon Elster, qui est un philosophe qui était professeur au Collège de France, qui est un Danois. Et il parle des effets, excusez-moi, là je redescends dans un truc plus brutal, mais il parle de ce qu'on appelle des effets essentiellement secondaires. Je vais vous dire ce que c'est. C'est des effets que vous ne recherchez pas et que vous ne pouvez pas rechercher en tant que tels. Par exemple, si je veux que ma pupille se dilate ou je grossis, je ne sais plus, bref, je dois regarder au loin. Je ne peux pas le faire directement, ce n'est pas possible. Je trouve que pour la politique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas viser les effets directement. Ils vont se produire dans des directions que vous maîtrisez. Pour la littérature, pardon, ça va être la même chose. Voilà. Mais par contre, une œuvre sincère, forte, je ne suis pas contradictoire avec ce que je disais, mais une œuvre sincère et forte, je ne sais pas si c'est le cas de la mienne, mais en tout cas, elle est très sincère. Ça, c'est absolument certain. Et elle peut produire des effets de ce type-là, il me semble. Alors, merci. Je ne maîtrise pas hyper bien l'heure, mais j'ai l'impression qu'on est à peu près dans les temps. Et donc, est-ce qu'il y aurait des questions de la part du public ? Le micro va arriver. Oui, c'était passionnant en tous les cas. Je pense à Nathalie Sarraute, peut-être pour faire des points de jonction. Alors de façon très très schématique, le politique effectivement s'adresse au réel et dessine des lignes pragmatiques, efficaces, de lumière pour projeter un avenir. La littérature s'intéresse beaucoup plus aux zones d'ombre. Et je me demandais, en schématisant à outrance, si on ne pouvait pas voir dans la littérature un contre-pouvoir à la politique, qui permettrait à l'être singulier dans sa dimension générale de résister à la violence du politique. Et je pense à Nathalie Sarraute qui s'est inscrite en politique totalement indirectement à travers les tropismes, je fais très vite, là, très schématique. Elle montre effectivement la violence du langage dans le pire des cas des communicants, qui a sa vertu en politique à l'évidence, puisqu'il faut être efficace, il faut avancer à l'échelle, aux grandes échelles. Mais encore une fois, c'est une violence qui peut être insoutenable aux individus. Et la littérature rappelle cette violence. Je pense aussi, parallèlement, on a parlé beaucoup, enfin vous avez beaucoup parlé de politique, l'histoire avec un grand H. Il y a la grande histoire et le roman. Les arts écrivent la petite histoire. Pas oublier l'être, vivant, le vécu, au profit des abstractions nécessaires pour avancer de façon collective. Oui, il y a cette histoire de communicant qui est aussi très connectée au discours politique, au discours des politiques. C'est vrai que il peut y avoir une tentation ensuite, des fois, dans la littérature, de produire un contre-récit. C'est-à-dire, on voit un discours tellement mensonger décrire la réalité et se dire, non, la réalité, c'est absolument pas celle que moi j'ai sous les yeux. Et donc, je vais essayer de répondre, non pas directement, mais je vais faire un contre-récit et ensuite les gens choisiront en fait entre deux perceptions de la réalité. Entre une perception truquée et puis une perception peut-être plus sincère, là encore. J'ai un exemple tout à l'heure, j'ai entendu, mais j'écoutais un peu que d'une oreille, je ne sais plus dans quel discours c'était,
ça disait que l'Europe s'était constituée sur ses différences. Bah, c'est vrai, c'est très faux, hein, parce que quand une grande partie de l'Europe passe son temps à ruminer ses soi-disant racines chrétiennes, bah, c'est au contraire, c'est tout sauf faire le pari de la différence, et c'est tout sauf respecter la différence. C'est au contraire dire « Oh, mettons-nous ensemble parce qu'on se ressemble tellement ». Quoi. Et donc, bah, ça donne qu'une envie, c'est de produire un contre-récit. Ce sera du côté de la littérature, pas du côté du discours, mais dans un roman qui pourrait prendre la forme un peu peut-être d'une fresque, de vouloir montrer à quel point les choses sont 100 fois plus complexes que ça, et que les racines chrétiennes, elles ont pris à des terreaux qui n'ont rien à voir avec le christianisme, et que l'Europe s'est fait en marge de cette identité-là, quoi. Donc, mais en même temps, c'est pareil, le contre-récit, pour moi, il y a quand même aussi un danger à ça. Et j'ai beaucoup parlé pour mon dernier livre de contre-récit, mais il y a quand même un danger, c'est que c'est un texte réactif, quoi. C'est-à-dire qu'on vient derrière le discours qui nous semble puant de tel ou tel homme politique ou de tel ou tel parti, puis on veut tenter de produire un discours plus sincère ou qui nous semble plus respectueux de la complexité de la réalité, mais le résultat, on vient après. Et donc, en fait, le mal, il est déjà fait, quoi. Et qu'il faudrait, en fait, ne pas être dans la réaction, il faudrait être à l'initiative. C'est-à-dire que si on a une confiance dans la perception qu'on a du réel, il faut y aller indépendamment de ce que les truqueurs proposent, quoi. Sinon, c'est... Le premier qui a parlé, quand bien même c'est un mensonge plus gros que lui, bah, ça y est, c'est dans la tête des gens. On le voit bien avec Trump. Il se fiche complètement de la réalité. Ce qui compte, c'est d'être le premier à parler, quoi. Alors, ça n'est pas dans la réaction, je pense. Je pense qu'elle est en authenticité. Elle ne réagit pas à quelqu'un en particulier. Mais je te rejoins pleinement, si c'est uniquement... Et peut-être aussi la question du réel et de la réalité, la politique, ce qui l'intéresse, à juste titre, c'est la réalité. On ne va pas aller trop loin, mais il y a le réel qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est une construction rationnelle ou imaginaire de quelque chose qui nous échappe fatalement, qui vient du désir, qui nous échappe, et qui vient d'une objectivité totale qui nous échappe. Et la littérature ne peut pas mieux que la politique l'atteindre, mais elle a des outils, à travers les formes et la langue, en donnant une part au rêve également, qui permettent d'approcher différemment le réel, qui, encore une fois, n'est pas la réalité. Lacan revient parmi nous. On parlait de ça hier, c'est pour ça que ça me fait rire. Du réel et de la réalité, mais bien sûr, la littérature, elle a quelque chose à voir avec le réel. Non, mais en tout cas, le langage, il est là pour essayer de s'approcher du réel sans jamais pouvoir se l'approprier. Pour moi, c'est ça la définition de la littérature. Moi, je pense aussi que le citoyen, il est placé où dans tout ça ? Quand on voit que les politiques actuelles nous donnent aucun récit qui soit imaginaire suffisamment pour qu'il enthousiasme le peuple. Donc, littérature, oui, mais quel engagement pour le récit lui-même ? Il y avait les récits d'Homère qui pouvaient transporter, mais là, qui nous transporte ? Oui, c'est une bonne question, mais elle est compliquée parce que, par exemple, je peux citer des auteurs. Je peux prendre un exemple très paradoxal. Antoine Volodine, qui est l'auteur d'une œuvre colossale, excessivement noire. Vraiment, c'est une des œuvres les plus désespérées aujourd'hui. Mais en fait, il y a ce miracle toujours dans les arts. C'est-à-dire que l'œuvre la plus désespérée peut en fait vous laisser avec une dose d'enthousiasme complètement dingue. Quand vous lisez Voyage au bout de la nuit, vous n'en sortez pas du tout désespéré. Vous en sortez absolument ébloui par les 600 pages qu'on vient de lire. Je parle bien du Voyage au bout de la nuit, je ne parle pas de Céline, mais je parle juste de ce livre-là. Et pour moi, Volodine produit la même chose, quoi. C'est-à-dire, par exemple, un livre comme Terminus Radieux, qui est donc dans un monde post-apocalyptique, concentrationnaire, etc. Ben, je sors de là, j'ai vécu quelque chose, une expérience complètement folle. Et donc, vraiment, ça recharge les batteries comme jamais. Alors que son terrain est un terrain excessivement désespéré. Donc il y a aussi ce va-et-vient qui est étrange, quoi, dans la nature de la parole littéraire, quoi. C'est-à-dire qu'on Faulkner, avec toute la violence qu'il y a dans son monde, bah, pareil, quand on termine Absalon, et ben c'est une expérience unique, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de ça. Donc il ne faut pas demander à la littérature de faire rêver explicitement, parce que en fait, si elle est forte, elle fera rêver même avec un matériau ultra violent. Non, c'est ce que vous demandez aux politiques. Ouais. Oui, mais comme on vous l'a dit au début, il n'y a personne là sur cette estrade.
C'est juste par rapport à une remarque que tu as faite tout à l'heure, Mazarine, et donc ça a continué à... Et je me dis qu'en fait, pour moi, le fait politique, quand on écrit, c'est la langue, en fait, plus que ce qu'on raconte. C'est la façon dont on le raconte, c'est... Est-ce qu'on peut dire le style? J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est comment dire... ouais, le récit, enfin, ouais, la façon dont on le dit. Qui dit quelque chose de nous et qui s'adresse, et effectivement ce que tu viens de dire Arnaud sur Volodine, je suis tout à fait tellement d'accord. Et pour reprendre votre exemple Nathalie Sarraute, en effet elle n'a pas écrit en réaction, mais quand on lit Nathalie Sarraute, on est transporté quelque part et on a envie de penser autrement. Voilà, enfin, parce que tropisme a été pour moi. Voilà. C'est à Fabrice de le dire, mais je crois que c'est l'heure de l'apéro. Je vais peut-être encore ajouter sur l'intention. Quand un écrivain écrit, je crois qu'il écrit son lecteur. On n'écrit pas en pensant à quelqu'un. On écrit parce qu'on a une nécessité intérieure de travailler un sujet qui nous est imposé par on sait où. Et personnellement, je commence à penser à un lecteur quand c'est le temps des corrections. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai écrit est vraiment lisible, c'est-à-dire compréhensible pour celui-là qui va le lire. Alors que politique, quand il écrit, il veut manipuler le texte, il s'adresse nécessairement à quelqu'un. Donc, évidemment, on ne se place pas du tout de la même façon par rapport à texte, par rapport à la langue, par rapport à cet outil-là. Et nos intentions sont absolument divergentes, opposées même. Par contre, l'auteur, quand il a une fois envoyé le texte, là on a un super exemple, on n'y peut rien. Nous, on a fini, il commence à vivre une vie auprès de ses lecteurs et elle nous échappe. Et donc après, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'auteur doit aller faire le service après-vente pour défendre son sujet ou laisser le vivre, c'est-à-dire laisser au lecteur de nous disposer? Comme Macron, ensuite, il peut dire ce qu'il veut, en définitive. Nicolas Mathieu a fini son œuvre. Il l'a écrite, elle fait sa vie. Donc, c'est vraiment complètement deux choses tout à fait opposées, un écrivain et un homme politique qui essaye d'écrire. Quelque chose là-dessus. Sur les politiques, alors moi j'ai écrit beaucoup de... Tu l'as dit, j'ai fait du cabinet, j'ai fait vraiment beaucoup de discours pour vivre, pour des politiques. Et en fait, je suis certain d'une chose, c'est que les politiques, ils parlent bien quand justement ils s'adressent à personne. Quand tout d'un coup ça sort. Moi j'ai vraiment... Il y a deux exemples, je trouve, de ça. C'est l'exemple de la peine de mort. François Mitterrand qui tout d'un coup se tourne vers la caméra, qui dit je m'en fiche des études d'opinion, moi je suis contre la peine de mort. Là, tout d'un coup, ça prend vraiment au trip d'une manière qui n'est pas habituelle dans le discours d'un politique. Et l'autre exemple, c'est vraiment toutes les prises de position de Jacques Chirac contre la guerre. Ça m'a vraiment fasciné parce que c'est quelqu'un qui, habituellement, m'avait beaucoup touché au moment de la rafle du Vel d'Hiz en 95. Aussi, vraiment, ça c'était très fort, mais c'est d'habitude quelqu'un dont les discours ne touchaient pas. Et au moment de la guerre d'Irak, quand il a fait tous ses discours contre la guerre, là, ça m'a fasciné. J'ai essayé de comprendre pourquoi, en fait, il avait tout d'un coup ce point de sincérité. Et en fait, il avait été, c'est à ce moment-là que je l'ai appris, c'est en lisant sa biographie, qu'il avait été vraiment choqué par la guerre d'Algérie. Il était lieutenant pendant la guerre d'Algérie, et c'était un traumatisme très fort que cette guerre-là. Donc c'est juste pour complètement valider ce que vous dites, c'est que un politique, il est aussi très sincère quand il parle un moment plus à personne, c'est-à-dire que ça vient d'une nécessité intérieure et qui ne le concerne que lui, mais qui en même temps tout d'un coup concerne tout le monde, quoi.